Regardez, de la belle tuyauterie à 2500 MHz. C'est beau, n'est-ce pas? Bidouilleurs, salut! Il y a quelques années, notre club de radioamateurs local s'est fait offrir plusieurs tiroirs de systèmes de transmission micro-ondes point à point, des systèmes déclassés. L'intérêt pour nous était évidemment de les modifier pour pouvoir s'en servir sur la bande radioamateur de 2,4 GHz. Ce qu'on a fait en passant. Je veux aujourd'hui vous présenter ce à quoi des systèmes de transmission micro-ondes pouvaient ressembler vers 1990. Vous verrez, c'est assez élémentaire lorsqu'on regarde cela d'un point de vue des étages. Oscillateur local, mélangeur, amplificateur, filtre, rien de bien exotique finalement. Ce sont des tiroirs de marque Harris-Farinon, aujourd'hui la corporation Harris, une compagnie américaine fabriquant des équipements de communication militaires et industriels. Le système se nommait le LR4 2500, ce qui révèle la bande de fréquence d'opération, la bande S, aux environs de 2500 MHz. Le système était constitué d'un bâti recevant des tiroirs. En voici deux, un émetteur et un récepteur. De ce que j'ai pu comprendre, le système offrait une portée d'environ 40 km lorsqu'il était couplé à de bonnes antennes paraboliques. Ce genre de système était utilisé par les compagnies téléphoniques et les fournisseurs de réseaux cellulaires pour, entre autres, rejoindre les différents sites, donc communiquer entre les différents sites. Le débit était d'environ 1 mégabit par seconde. Dans le monde d'aujourd'hui, 1 mégabit par seconde, c'est pas très vite. J'ai beaucoup plus rapide que ça juste ici à la maison. Regardons maintenant de plus près en quoi consistent ces tiroirs. Alors débutons par le récepteur. C'est assez simple parce que c'est un récepteur à un seul étage de conversion. Donc c'est un récepteur hétérodyne à un seul étage. On a le signal radio ici qui arrive dans le tiroir et qui passe à travers isolateur. Un isolateur, ça permet de laisser passer le signal radiofréquence dans un sens, mais ça empêche le retour dans l'autre. Donc, il est évidemment orienté pour laisser passer le signal radio vers le convertisseur. Le convertisseur, ce qu'on appelle un down converter, c'est le convertisseur qui va descendre la fréquence jusqu'à une fréquence FI de fréquence intermédiaire. Alors, le convertisseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reçoit un signal de l'oscillateur local, qui est ici. On nous dit qu'il est à 2258, donc 2258 MHz. Il fournit le signal au mélangeur, dans cette boîte-ci, donc à 2258. Et donc, on peut s'attendre à une réception de, c'est écrit ici sur le carton, 2293. D'accord? Donc, 2293 MHz reçus, mélangés à 2258, ce qui donne une fréquence intermédiaire de 35 MHz. Il y a aussi dans ce boîtier un filtre passe-bande pour sélectionner cette fréquence et juste cette fréquence. Auparavant, il y a aussi un étage d'amplification ici. Donc, amplification, filtre passe-bande, mélangeur, qui mélange le signal d'oscillateur local avec le signal radiofréquence reçu. On sort ici le signal de fréquence intermédiaire, amplification variable avec ajustement de gain ici par un tournevis, et la fréquence intermédiaire qui sort, qui passe à travers un filtre FI de 35 MHz avec une bande passante de 5 MHz de large. C'est vraiment pour être certain qu'on sélectionne juste la fréquence intermédiaire et pas des signaux à côté qui pourraient venir déranger la réception. Une fois que ce signal de 35 MHz là est sélectionné à travers le filtre, on va l'amplifier à 2 reprises et il y aura des étages de gain variables. Il y aura un contrôle automatique de gain aussi. Donc, ce que cet ampli va faire, c'est s'assurer de stabiliser l'amplitude de sortie. Donc, si le signal est faible, il va l'amplifier beaucoup. Si le signal est trop fort, il va même aller jusqu'à l'atténuer parce qu'il y a un étage d'atténuation. Donc, c'est une boucle
d'ajustement automatique du niveau pour maximiser la réception. Et tout ça, ça se fait à 35 MHz. Le signal est ensuite envoyé vers le décodeur lui-même de données, qui lui va vraiment prendre ce signal et va retirer les données. Alors ça, le tiroir, tous les étages sont alimentés à moins 18 volts. Masse et moins 18 volts. Tous les fils orange, c'est du moins 18. Le régulateur est ici. La plaquette qui est ici, c'est la plaquette de régulation moins 18 à partir de moins 24. Le tiroir reçoit moins 24 et produit moins 18 volts pour tous les différents étages. Celui-ci est passif, il n'y a pas d'alimentation. Pourquoi moins 18? Ben, je vous explique ça tantôt. Et si vous êtes curieux, bien, ça c'est le schéma bloc du récepteur. Alors, du côté du tiroir émetteur, c'est essentiellement la même chose, mais viré à l'envers. Le tiroir reçoit un signal de 35 MHz. Okay? C'est le signal qu'il faut transmettre ou émettre sur l'antenne. Et ce signal-là va être amplifié avec un gain ajustable. D'accord? Et il va être passé à travers un filtre aussi. Alors, c'est ce signal qui se retrouve sur le mélangeur. La petite boîte ici, c'est le mélangeur. Alors, qu'est-ce que le mélangeur reçoit? Il reçoit le signal intermédiaire centré à 35 MHz. Il reçoit aussi, encore une fois, un oscillateur local placé juste ici. Cet oscillateur local va produire une fréquence entre 2,3 et 2,7 GHz, donc 2300-2700. Il est présentement ajusté à 2258. Va produire ce signal, c'est juste une porteuse, signal d'oscillateur local à 2258. Le mélangeur prend ceci, prend le signal intermédiaire et va sortir à 2293 et va passer ce signal 2293 à travers un isolateur pour être certain que ça passe dans un sens mais qu'il n'y a pas de retour, donc qu'il n'y a aucune influence de l'étage subséquent sur le mélangeur. Alors, le signal à 2293 va passer à travers un filtre passe-bande très sélectif, très ajustable, de grande qualité. Ce filtre va donc envoyer le signal de 2293 à travers un autre isolateur. Et le signal va ensuite descendre jusqu'à l'amplificateur principal. Le signal ici d'environ 10 mW. Il va rentrer dans l'amplificateur. Il y a 4 étages d'amplification et le signal va sortir 1 watt. Et le signal est envoyé sur un autre isolateur et ensuite envoyé à un étage de suramplification qui va prendre le signal d'1 watt et qui va l'amplifier jusqu'à 4 watts. L'amplificateur de 1 watt est un amplificateur linéaire, donc si on module l'amplitude, il va vraiment reproduire le signal en très haute qualité, amplifié. L'étage ici d'amplification, de suramplification à 4 watts n'est pas un étage linéaire. Donc c'est clair qu'on peut faire de la modulation de fréquence à travers ce système. On peut faire de la modulation allumé-éteint, mais on ne peut pas vraiment faire de la modulation d'amplitude parce que cet étage ici, l'étage de suramplification, va distorsionner le signal étant donné que ce n'est pas un étage d'amplification linéaire. Bon, la sortie de 4 watts passe à travers un circulateur. C'est un peu comme un isolateur, mais ça a plutôt 3 ports. Et le signal, dans ce sens-ci, va passer et va aller jusqu'à l'antenne. L'antenne, le signal, s'il y a des réflexions parce que l'antenne n'est pas bien accordée à l'amplificateur, s'il y a un trouble avec le câble ou quoi que ce soit et que l'énergie revient dans l'amplificateur, plutôt que de venir déranger, perturber l'ampli, le circulateur va envoyer l'énergie ici, sur une autre sortie, dans une charge fictive pour absorber cette énergie qui revient. Donc la charge fictive ne sert pas évidemment dans le sens direct, mais elle sert dans le sens de la réflexion pour absorber l'énergie qui reviendrait, pour protéger l'amplificateur ici. Encore une fois, les étages fonctionnent tous à moins 18 volts, sauf l'étage de suramplification qui fonctionne à moins 25 volts. Mais je crois qu'on fournissait à ces tiroirs moins 24 volts et non pas moins 25. Alors, encore une fois, il y a un petit panneau de distribution. Le régulateur de tension moins 18 volts.
Je l'ai retiré, je m'en suis servi ailleurs sur un autre tiroir. C'est exactement la même plaquette qu'il avait sur le tiroir de réception. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de ces boîtes-ci. On peut voir à l'intérieur à quoi ça ressemble, ces technologies-là à 2,5 GHz des années milieu 80 jusqu'aux années milieu 90. Alors, je vous montre l'intérieur d'un oscillateur local, un de ces modules. Celui-ci était syntonisé à 2434 MHz. Alors, j'ai défait toutes les vis et voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, c'est un oscillateur local. Il n'y a pas d'entrée, sauf les alimentations. Par contre, il va fournir une sortie, une porteuse continue à 2434 MHz. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils commencent avec un cristal d'un peu plus de 100 MHz et ils vont multiplier par 24 pour arriver à 2434. Alors, il va y avoir différents étages, multiplie par 2, multiplie par 2, multiplie par 6 pour arriver à 24. Alors, c'est un oscillateur dans un four. Donc, c'est un OCXO. Donc, c'est un oscillateur dont la température est régulée. Et on peut voir l'intérieur ici. On voit bien le cristal et des éléments chauffants et un thermocouple qui va permettre de mesurer et de stabiliser la température. En général, on va stabiliser la température entre 70 et 90 degrés Celsius, là où le cristal est le plus stable en fonction de la température. D'accord? Alors, c'est une petite chambre de température, tout simplement, à l'intérieur. Alors, ce signal-là va être amplifié, comme je vous l'expliquais, par plusieurs étages successifs. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Bien sûr, c'est de la technologie des années 80. Donc, il n'y a pas de montage en surface. S'il était allé un petit peu plus haut dans les fréquences, probablement qu'il serait allé un peu plus avec du montage en surface, mais ici, ce n'est pas nécessaire. Les choses qu'on remarque rapidement, des inductances, donc des bobines, qui sont façonnées directement sur la plaquette, à même le cuivre, et qui sont mises à la masse au centre, à travers la plaquette. Donc, ça évite de devoir bobiner du fil. C'est simplement fait en surface comme ça. Il y a évidemment des condensateurs ajustables ici pour permettre aux différents étages d'amplification de promouvoir la bonne fréquence, parce qu'il y a des circuits LC un peu partout là-dedans pour pouvoir sélectionner la bonne fréquence. Il y a évidemment quelques transistors. Il y en a un ici, il y en a un autre ici. Et il y en a même un autre ici qui est un transistor micro-ondes, le rond noir. Et celui-ci est monté en surface dans un trou. D'accord? Bon, alors des condensateurs, il y en a plusieurs. Il y a une bobine ajustable ici. Ça, c'est pour faire osciller l'oscillateur principal là, à 100 MHz ou à peu près. Là. Et il y a un petit condensateur de type piston que je vous montre ici, en laiton. On le voit très bien. Ou en tout cas, c'est possible que ce soit en cuivre plaqué or. OK? Alors, c'est pas clair si c'est du laiton ou si c'est du plaqué or. Oui, ça semble être plaqué or. Alors, c'est un condensateur de très haute qualité, ça. Un condensateur de type piston, ajustable, évidemment. Donc, ça, on voit ça beaucoup dans les circuits où la stabilité est très importante. Bon, alors, une fois que le signal à 2436, c'est bien ça que j'ai dit, 2434, est produit par les différents étages de multiplication, le signal va être envoyé par ces petites boucles-ci à l'intérieur d'un filtre. Et je vous montre tout de suite le filtre. C'est un filtre, c'est une cavité de 3 tiges. Ces tiges ont vraisemblablement tout près de 1/4 de longueur d'onde chacune. Le signal va pénétrer ici par le bas dans la chambre et va passer d'une tige à l'autre. Donc, c'est un filtre à 3 étages et va ressortir ici, va être sélectionné par une autre petite boucle pour s'en aller vers le mélangeur. Alors ça, autrement dit, c'est le dernier étage, c'est le filtre pour sélectionner juste la fréquence qu'on veut et rien d'autre. Pour ne pas produire toutes sortes de sous-produits mélangés sur le mélangeur. Donc, on veut uniquement le signal à 2434. D'accord? Alors, c'est comme ça que c'est fait. La plaquette, c'est une plaquette à 2 faces cuivrées. Donc, les alimentations sont faites de ce côté-ci et les signaux haute fréquence passent en surface ici d'un étage à l'autre. Alors, je peux vous montrer de plus près. Vous allez voir qu'il y a en fait 2 étages
Donc, 2 transistors micro-ondes. Il y en a un ici, le noir. Et il y en a aussi un tout petit ici, au bout. On le voit bien, il est incrusté dans la plaquette de petits ronds blancs. Et donc ça, c'est deux transistors avec boîtiers qui peuvent prendre des fréquences beaucoup plus élevées. Auparavant, ce sont des transistors traditionnels, transistors radio, mais dans un boîtier métallique traditionnel. Donc, c'est essentiellement cela. Inductance, condensateur, transistor, et tout ça est basé sur un cristal, bien sûr, qui est stabilisé en haute température. C'est intéressant, mais c'est relativement facile à entretenir un circuit comme ça. Aujourd'hui, on pourrait réduire tout ce circuit-là dans peut-être là, 1/25e de la surface, peut-être. Facilement. Alors, comme c'est difficile de démonter l'amplificateur 1 watt, j'ai pensé vous montrer une photographie de l'intérieur et vous décrire rapidement là, comment c'est construit à l'intérieur. La première chose qu'on note, c'est que la plaquette de circuit imprimé, ce n'est pas une plaquette verre époxy, c'est une plaquette de meilleure qualité pour diminuer les pertes le plus possible. Alors, ce circuit est fait de 4 étages d'amplification qui reçoit 10 mW et qui sort 1 watt. Chaque étage d'amplification, on voit les 4 transistors, a son étage de polarisation. Donc, un transistor qui sert à contrôler le courant dans chacun des transistors. Et il y a des ajustements de courant, bien sûr. Alors, l'autre chose qu'on remarque rapidement, ce sont 4 transistors, évidemment. Il y en a qui sont montés directement sur la plaque d'aluminium avec de la graisse. Le premier ici n'a pas besoin d'être mis sur un dissipateur de chaleur, donc il est flottant sur la plaquette. L'autre chose à remarquer, c'est que les polarisations sont envoyées à travers des bobines d'arrêt suivies d'une ferrite pour bloquer les très hautes fréquences. Alors, autrement dit, le signal radiofréquence demeure dans cette chaîne-ci et ne va pas sur les étages de polarisation qui sont en haut. Sur chacun des étages, il y a des stubs, donc des sections à ligne ouverte, c'est comme une ligne de transmission ouverte, qui sont accordées. Lorsque je dis accordé, c'est qu'il est possible de mettre de la soudure pour allonger. On le voit ici, là, il y a différentes possibilités. Eh bien, chacune de ces lignes-là a des coupures comme ça et il y a des ponts de soudure pour accorder chaque étage pour qu'il y ait un maximum d'efficacité, donc puissance maximale à la sortie. Alors, c'est comme ça que c'est fait. J'imagine que 9 fois sur 10, c'était toujours les mêmes ponts qui étaient posés, mais à l'occasion, il fallait allonger une ou l'autre des lignes. Et il y a aussi le fait que, dépendamment de quelle fréquence qui est utilisée, parce qu'on peut fonctionner de 2200 à 2700 MHz avec cet ampli, il fallait ajouter des ponts en conséquence. Alors, la sortie ici, elle est échantillonnée par une ligne ici en parallèle. C'est un coupleur et une partie de l'énergie, donc, qui sort, est couplée et redressée pour être envoyée à la sortie. Et la tension produite ici sera proportionnelle, c'est une tension CC, bien sûr, qui sera proportionnelle à la puissance émise. Donc, c'est une façon, encore une fois, de vérifier que tout va bien dans le système et de passer à l'autre émetteur si jamais la puissance tombe. Alors, c'est un des points d'attache pour vérifier que tout le système, l'émetteur fonctionne bien. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques composants de montage en surface, là, surtout dans les endroits les plus critiques. Ici, il y a des condensateurs de couplage entre les étages pour bloquer la tension CC, bien sûr, qui pourra aller d'un étage à l'autre. Alors, ça fait pas mal le tour. Un récepteur et l'émetteur pouvaient être connectés ensemble de différentes façons, avec différentes configurations. La plus simple étant l'émetteur et le récepteur reliés ensemble avec un circulateur vers une seule antenne, évidemment. Donc, l'émetteur envoie son énergie à l'antenne, le signal reçu s'en va au récepteur, mais il n'y a pas d'interaction entre l'émetteur et le récepteur. Ça, c'était la façon, ce qu'on appelle la configuration, disons, on pourrait dire numéro 1. Et une autre configuration qui était possible, c'était d'avoir de la diversité d'équipements. Alors, si un des deux équipements flanchait, il y en avait un deuxième. Alors, 2 émetteurs et 2 récepteurs avec, évidemment, des circulateurs additionnels
dans la boucle d'ajouter. Évidemment, chaque circulateur rajoute des pertes. C'est le prix à payer. De quelques dixièmes de décibels, présumément. Alors, une seule antenne. Alors ça, c'est évidemment, si un des deux récepteurs ou un des deux émetteurs flanchait, ben, l'autre pouvait être commuté en service et prendre la relève très rapidement. Ça, c'était dans le cas où on aurait évidemment un problème d'émetteur ou de récepteur et non pas un problème d'antenne, par exemple. Ça, c'est certain. Une autre possibilité, c'était d'avoir deux émetteurs et deux récepteurs avec des relais pour commuter entre les deux, ce qui éliminait un circulateur pour combiner les deux émetteurs, donc potentiellement moins de pertes. Aussi, du côté récepteur, ici, on a un coupleur de 10 décibels. Donc, on a la réception d'une seule antenne, encore une fois, mais les deux signaux sont envoyés également aux deux récepteurs. Ça, c'est toujours un système à, évidemment, une antenne et deux récepteurs. Il pouvait aussi y avoir le même principe du côté de l'émetteur et un hybride du côté récepteur qui, lui, va induire moins de pertes. Alors, dépendamment des coûts, je présume, ou de l'application, on pouvait choisir l'une ou l'autre des configurations pour la réception. Et là, on voit seulement une antenne, mais je présume qu'il était possible d'avoir deux antennes. Et ce qu'on appelle la diversité d'espace. Donc, parfois, il peut y avoir de l'atténuation sur une antenne à cause de phénomène de propagation ou de réflexion. Et la deuxième antenne, elle aurait un signal plus fort que la première. Donc, il y aurait possibilité de sélectionner d'une antenne à l'autre. Alors ça, il y a toutes sortes de configurations, je présume, qui étaient possibles avec plus d'une antenne. Bon, vous vous demandez peut-être là, pourquoi les alimentations sont négatives un peu partout dans les tiroirs. Bien, moi aussi, d'ailleurs, je me le demande. Je vais émettre deux hypothèses. Dans les environnements des centraux téléphoniques, la tension de batterie distribuée partout, elle est négative, cette tension. En Amérique, c'est moins 48 volts CC, là, plus ou moins quelques volts, mais ça peut varier de moins 36 à moins 70 volts ailleurs dans le monde. C'est plus simple d'abaisser la tension à moins 24 volts. On devrait dire en fait de l'élever à moins 24 volts si on veut être très précis. C'est plus simple de l'élever à moins 24 volts à partir de moins 48 que de l'inverser pour produire une tension positive. Il est aussi possible que le type de topologie de circuit soit plus facile à construire avec une tension négative compte tenu que plusieurs boîtiers de transistors sont mis à la masse. Question de minimiser peut-être les capacités parasites? Je ne saurais trop. J'ai fait des recherches pour tenter de trouver d'autres explications pour l'utilisation de tension négative et je n'ai rien trouvé. Alors, si vous avez une bonne explication, n'hésitez pas à la communiquer en commentaire. Voilà ce qui met fin à cette vidéo. N'oubliez pas de me faire part de suggestions de vidéos quand vous en avez. Il y a tellement de matière que je pourrais passer à côté d'un sujet très intéressant. Et merci de voter votre appréciation. À la prochaine!